Mesdames, Messieurs, je voudrais ce soir m'expliquer sur une activité publique qui me paraît encore mal connue. Du moins me semble-t-il que cette activité publique, on n'en voit qu'une face, ou plutôt, on n'en entend qu'une face, l'endroit, si vous voulez. C'est une loi peut-être applicable à tous, et c'est aussi, en ce qui me concerne, une infirmité particulière, que l'impossibilité de saisir à la fois l'envers et l'endroit. Cet envers et cet endroit des choses qui se soutiennent, s'annulent, se révèlent et s'occultent l'un l'autre incessamment. Je veux dire, pour parler d'une façon moins prétentieuse, que lorsque je fais une émission, comme on dit, je suis à peu près hors d'état d'entendre cette émission, de me faire public pour l'écouter et de surprendre alors cet autre aspect que j'ai appelé l'endroit. Je ne peux, c'est une infirmité, je le répète, que me situer toujours à l'envers, du côté de celui qui fait une certaine chose, en même temps peut-être qu'il est fait par elle, et qui, faisant cette chose, est hors d'état de savoir s'il l'a faite. Je pense qu'il n'est peut-être pas tout à fait inutile, tout à fait vain pour un auditeur, et je n'ose parler plus généralement de ce qu'on appelle le consommateur de l'œuvre, je pense qu'il n'est pas tout à fait vain pour l'auditeur de s'informer de certaines conditions d'exécution, toutes pratiques, de certaines difficultés psychologiques et aussi de certains desseins préconçus de l'ouvrier, de celui que, dans le titre de cette causerie, j'ai appelé le barbier. Pourquoi le barbier? Eh bien, c'est parce que je me réfère à une anecdote vécue, si l'on peut dire. C'est une petite histoire qui s'est produite à Alger en 1944, au printemps. J'étais avec Gide et il était allé écouter une conférence. Conférence qui était faite par un maître en Sorbonne, excellent homme au demeurant, qui a été celui qui a expliqué l'un des plus illustres poèmes de la poésie contemporaine en Sorbonne, en présence de son auteur, l'un ou peut-être le plus illustre de nos poètes contemporains. Bref, le professeur en question expliquait ou racontait les conditions dans lesquelles cette explication publique avait eu lieu. Il racontait également quelques aspects de ses relations avec le très illustre poète. Gide était assis au premier rang de l'assistance, le conférencier ne l'avait pas vu, et à l'issue de la conférence, comme Gide, très courtoisement, mieux, très cérémonieusement, le félicitait et le remerciait, le conférencier donc se confond en remerciements, fond littéralement en gratitude, et nous sortons. J'accompagnais Gide dans la rue sur ce boulevard très encombré derrière la mairie d'Alger. Il faisait très beau, comme il peut faire beau au mois d'avril dans ces pays. Et tout à coup, Gide me saisit le bras comme ça et me dit « Vous savez, cher, eh bien j'ai trouvé. » Je lui dis quoi? Qu'avez-vous trouvé? Le sujet de mon prochain livre. Après Thésée, eh bien je vais écrire un Midas. Je ferai raconter l'histoire par le barbier, me dit-il. Car vous comprenez, pour faire un livre, le tout est de trouver le ton. Une fois qu'on a trouvé le ton, tout va tout seul. Voyez-vous, ce que nous avons entendu tout à l'heure, un certain ton, comprenez-vous, un certain ton barbier,
Le barbier, voyez-vous, c'est celui qui ne fait rien. C'est celui qui assiste aux choses qui se font et qui peut dire, suivant la parole bien connue, j'étais là, telle chose m'avint, ou plutôt telle chose avint. Et racontant la chose qui est ainsi advenue, d'une certaine manière, peut-être, a-t-il l'illusion de se l'approprier et de penser qu'il a joué un rôle véritablement actif et créateur dans l'avènement de la chose en question. Voici donc deux situations bien déterminées, celle de Midas et celle du barbier. Je vais peut-être vous montrer maintenant ce qui se passe un peu du côté de Midas, mais là je le rêverai, et un peu mieux ce qui se passe du côté du barbier. Ces impromptus radiophoniques, ces impromptus, ces entretiens littéraires sont nés du hasard, d'un désir tout amical et d'une gageure qu'il fallait tenir. Non pas moi, mais Gide. C'était dans l'hiver de 1948. Gide était fatigué, même malade. Il était inoccupé, il était vacant. Et le fait de n'avoir pas un travail qui le préoccupât, évidemment réagissait sur son état de santé en même temps qu'il était provoqué en partie par son mauvais état de santé. Et comme je jouais avec lui aux échecs à peu près tous les soirs, l'idée m'est venue de remplacer l'échiquier par un micro et de remplacer le déplacement des pions par un échange de paroles. Gide consentit aussitôt, simplement parce que ça l'amusait et parce qu'il pensait qu'il y aurait là pour lui, qui n'était pas un parleur très éloquent à la façon de Malraux par exemple, il y avait pour lui là l'occasion de faire quelque chose de neuf et d'user pour la première fois dans un certain sens et d'une certaine manière d'un certain instrument de communication. Quant à moi, ayant bien sûr entrepris surtout d'amuser Gide, de l'intéresser à quelque chose de neuf et peut-être de l'aider à combler une certaine lacune de son œuvre, ses mémoires qui ne sont pas achevées, vous le savez, j'avais aussi quand même un dessein plus ambitieux, bien que très vague, très peu déterminé. Je m'étais dit, fort naïvement, que serait-il arrivé si, du temps de Balzac ou de Stendhal, on eût disposé des possibilités d'enregistrement qui sont les nôtres, et que quelqu'un plus ou moins qualifié, ça n'a pas une grande importance, ait pu, pendant un temps assez long, interroger M. de Balzac ou M. Bell sur leurs ouvrages, leur vie, les personnages qu'ils avaient rencontrés et surtout les personnages qu'ils avaient cru devoir inventer. Établir un document historique d'une authenticité irréfutable. Authenticité irréfutable sur un certain plan seulement. Je parle d'une certaine authenticité matérielle qui est garantie simplement par la présence du personnage et de sa voix. Donc, un document historique d'une authenticité irréfutable dans une certaine perspective, comportant l'examen général d'une œuvre et comme le jalonnement d'une existence, avec cette vue perspective sur tout le développement d'une carrière, avec sa propre temporalité et son inscription dans l'histoire du temps. Une enquête sur un homme et son œuvre où tout, les trouvailles, les résurgences imprévues de la mémoire, les digressions, les erreurs, les oublis, les lapsus, les hésitations, les palinodies, les piétinements,
où les réussites formulaires aussi peuvent être significatives quand il s'agit d'une œuvre d'importance proprement historique. Voici donc quel était le dessin que j'avais formé. D'où le développement d'un certain jeu dont je voudrais maintenant vous parler d'une façon un peu plus précise. Les règles de ce jeu sont en apparence très simples. Il s'agit tout simplement de s'asseoir de part et d'autre d'un micro, de bavarder quelques instants sur des sujets qui généralement sont fort éloignés du sujet qui fera la matière de l'entretien, sujet que d'ailleurs on ne connaît pas, puisque nous devons être toujours dans l'improvisation avec les limites que ce genre peut comporter, non pas sur le plan de la forme, mais sur le plan de la matière qui sera agitée par la suite. Et puis partir à l'aventure. Règle simple, comme vous voyez, mais l'application n'est peut-être pas si facile qu'il paraît. Dès lors, en effet, que le jeu implique plusieurs acteurs qui se trouvent représentés par deux protagonistes, car ce jeu prête à d'innombrables malentendus. Quand je parle de plusieurs acteurs, je voudrais simplement vous demander d'analyser le contenu réel de ces deux personnages, ou du moins ce qu'ils représentent exactement. Il y a l'auteur de l'instant du temps, il y a sa figure mythique que son interlocuteur lui tend sans arrêt comme une effigie de lui-même, constamment retouchée, reprise, mais qui est vis-à-vis de l'auteur réel une déformation permanente de sa figure. Il y a l'interlocuteur lui-même qu'on ne peut pas totalement annuler, qui ne peut pas, encore le voudrait qu'il le voulut, s'annuler totalement. Cet interlocuteur qui n'est d'ailleurs pas tellement lui-même que le représentant d'un certain public dont il se forme une certaine image et dont il pense qu'il est là pour poser les questions que ce public aimerait poser. Il y a enfin le public lui-même qui est présent bien qu'invisible, et aussi un terrible petit personnage qui est le micro. Bref, vous pouvez vous amuser à dénombrer ce que j'appelle ici des acteurs, qui sont plutôt des représentations, des fantasmes reflétés et réfractés indéfiniment les uns par les autres. Car c'est dans ce jeu de miroir qu'on est perpétuellement pris. Parler avec Gide du voyage du rien, ou de l'immoraliste ou des faux monnayeurs, quand on sait que les auditeurs peuvent être plusieurs centaines de milliers, et que 20 ans après leur publication, les faux monnayeurs ont tiré 70 000 exemplaires, que le voyage du rien est encore un livre tout à fait confidentiel, cela impose vis-à-vis du public certaines obligations. L'obligation d'un minimum de didactisme. Il faut expliquer le coup, il faut accepter, il faut subir ce côté un peu ridicule et cuistre du métier. Il est certain que les gens de grande culture, et parmi eux les critiques radiophoniques ou certains critiques radiophoniques, ne se donnent pas toujours les gants de se mettre à la place de l'honnête public moyen à qui l'on parle d'un ouvrage qu'il n'a pas lu, dont on souhaite qu'il ait la curiosité de le lire, mais qu'il ne lira vraisemblablement pas. D'ailleurs, il s'agit le plus souvent d'un homme qui a autre chose à faire, qui n'écoute pas tellement la radio pour s'instruire, pour se poser des questions, mais pour de toute autre raison. Il y a aussi la disproportion apparente, car la proportion vraie entre les deux interlocuteurs est toujours faussée. On a évidemment tendance à la fois à majorer et à amoindrir
le rôle du barbier. On fait les deux choses contradictoires dans le même instant et dans le même mouvement. Le barbier, en effet, est toujours, en toutes circonstances, responsable des ratages, de tous les ratages. Il va de soi qu'il n'est en aucun cas responsable des réussites. Et bien sûr, car qu'est-ce qu'on appelle ratage et qu'est-ce qu'on appelle réussite? On appelle en fait ratage toute intervention du barbier. Et aussi ratage tout échec de Midas, bien sûr. Mais dès qu'il y a réussite, il ne peut s'agir, incontestablement, que de la réussite du seul Midas. Mais il va de soi que ces ratages ou ces réussites dont je parle sont toujours relatives. Ce qui est ratage pour l'un est réussite pour l'autre et inversement, bien sûr. On ne laisse pas parler Midas, jamais. Mais l'excellent auditeur et le très érudit et subtil critique radiophonique n'a pas la moindre idée de ce que serait Midas en général s'il était abandonné seul devant le micro. Abandonné seul devant le micro, en général, Midas ne dirait rien parce que Midas, comme Tardieu tout à l'heure, a besoin d'un filet en général, et ce filet, c'est toujours le barbier. On pourrait, mesdames et messieurs, très facilement, voyez-vous, procéder à des tests. Il suffirait d'écouter une série d'émissions avec Gide ou Mauriac ou dans 2 mois ou 3 mois avec Giono et de faire la différence entre le temps absolu, arithmétique, et le temps psychologique qui a été consommé par Midas et par le barbier. On verrait alors que très fréquemment, la proportion dont a été accablé le malheureux barbier est absolument disproportionnée par rapport à la réalité. Je laisse d'autres considérations de côté. Je voulais simplement exposer un peu le point de vue du dit barbier, décrire sa situation et découvrir quelques aspects du jeu. Il y a néanmoins, avant d'aborder ce point, une chose très sérieuse que je voudrais dire. Il est arrivé fréquemment qu'on ait porté au crédit du barbier une chose qu'il hait et qu'il repousse avec la dernière violence. C'est que il ait pu, à une occasion quelconque, ourdir je ne sais quelle ruse et poser je ne sais quel collet, quel traquenard à Midas, quel que soit Midas. J'appartiens, en effet, mesdames et messieurs, à un peuple qui a une civilisation un peu différente de la civilisation de Paris, et je suis encore suffisamment plongé par mes racines profondes dans cette civilisation pour que certaines de ces prescriptions soient parfaitement valables pour moi. J'appartiens à une race où on a à la fois le culte de la vieillesse et le culte de l'œuvre d'art et un certain sentiment de la grandeur et du respect qui lui est dû. Et le barbier reste, même s'il n'en donne pas l'apparence, toujours et en toutes circonstances exactement à sa place de barbier, c'est-à-dire très bas au pied de Midas. Son rôle est de provoquer et de soutenir une création verbale en présence du micro. Et tout découle de cette proposition très simple. Il y a bien sûr la tentation du réalisme photographique, de ce réalisme photographique de la conversation qui n'est pas possible au micro. Cependant,
comme la règle d'improvisation dont je parlais tout à l'heure repose sur une convention fondamentale, celle du naturel, il importe d'essayer de donner l'illusion du naturel, de l'abandon et de cette réalité conforme à la réalité quotidienne. On ne peut en donner qu'une illusion et on ne peut songer qu'à en donner une illusion. Parce que vous savez bien que le temps et le tempo radiophonique sont aussi spécifiques que le temps et le tempo cinématographique. On sait, pour peu qu'on ait un petit peu travaillé avec ces machines, la longueur démesurée des silences réels à la radio, l'effet désastreux de certaines précipitations vocales, de certains lapsus, de certaines reprises. On sait qu'on est soumis à l'écoulement d'une durée à peu près irréversible. On doit savoir aussi que le barbier doit ne jamais perdre de vue qu'il a un certain minutage à remplir, un minutage qui est un peu élastique. Il doit enregistrer à peu près, si vous voulez, 18 minutes pour 14 ou 15 minutes, car il est faux de croire qu'on pourrait enregistrer 35 minutes et ensuite, sur ces 35 minutes, ne prendre que les réussites. On aboutirait à un résultat tout à fait artificiel et contraire au résultat que le barbier prétendait atteindre. Donc, il a cette préoccupation et en même temps, tout de même aussi, la préoccupation de composer, de orienter, de diriger l'entretien ou la discussion de manière à éclairer un certain nombre de points qui constitueront un ensemble un peu coordonné tout en laissant à la discussion la liberté de développement qu'elle peut comporter. Il lui faut donc introduire un certain ordre dans une recherche qui est une recherche par essence désordonnée. Et il doit essayer d'atteindre à une réalité temporelle un peu accélérée qui soit néanmoins, qui soit à cause de cela plus dense que la réalité quotidienne. Mais cela n'est pas du tout donné d'avance. C'est une œuvre, le mot vous paraîtra peut-être un peu gros, qui doit se faire. Cette œuvre donc doit se faire, se créer sur le moment, dans le mouvement même de sa recherche et de son développement dynamique. Et l'essentiel, c'est précisément le phénomène lui-même, ce phénomène d'une forme qui va se créer et dans un mouvement qui est proprement pathétique. Oui, je dis bien pathétique, et voici pourquoi. Quand je parle de ce mouvement pathétique, je ne fais pas du tout allusion, vous pensez bien, à l'auditeur terroriste ou sanguinaire qui existe. Cet auditeur qui voit dans le dialogue un spectacle auditif, si j'ose dire, et qui se demande toujours lequel des deux catcheurs fera toucher les épaules à l'autre, qui voit toujours là un certain exercice de dressage. Il ne s'agit pas du tout de cela. Je fais allusion, en fait, à un jeu compromettant. C'est ce jeu compromettant où un auteur chargé de gloire, abandonnant ses instruments familiers et dont il a la maîtrise absolue, en qui il peut avoir toute confiance, c'est-à-dire la plume et le papier qui souffrent tout, ce jeu dans lequel cet auteur s'expose. Il lui faut en effet songer, écouter, répondre, ne pas lâcher ou au contraire abandonner quelques fils d'Ariane. Souvent même, ce fil d'Ariane, a-t-on essayé d'en trouver le secours avant? A-t-on réfléchi? S'est-on dit, tiens, cette fois-ci,
eh bien, je sais très bien ce que je vais faire, tout ira tout seul, je m'en vais parler de ceci, puis je parlerai de cela, puis je parlerai de cela, et puis finalement, on arrive devant le micro, et toute la préparation, toute interne que l'on avait pu faire, vient perpétuellement s'interposer comme un écran opaque et comme une gêne presque insurmontable entre ce qui doit se faire et celui qui le fait. De sorte que ce genre de préparation est presque toujours infiniment plus nuisible qu'utile. Il lui faut fouiller dans sa mémoire, mais il lui faut être présent, constamment en alerte, vigilant. Il lui faut trouver les mots sans avoir le loisir de les chercher, de les savourer, de les entendre, d'apprécier des conséquences. Parce qu'évidemment, on est là devant simplement une petite boîte et un interlocuteur qu'on connaît très bien, que parfois l'on redoute, de qui l'on se méfie et de qui l'on a le droit de se méfier, à proportion même qu'on le connaît davantage. Parce que dans bien des cas, vous savez très bien que le barbier sait des choses et qu'il connaît d'avance les réponses ou certaines formes de réponses aux questions qu'il pose. Eh bien, c'est autre chose. Ça n'est pas non plus cette image indistincte d'un public vague et presque inexistant. Non, tout à coup, au milieu de la conversation, c'est une personne bien déterminée, tel ami, plus ou moins cher, ou tel ennemi, qui surgit, qui s'interpose et qui est là et qui se sentira, pensez-vous, directement concerné ou directement visé. Bref, il faut que Midas soit tout entier mobilisé et détendu. Parce qu'il faut qu'il soit naturel et que tout ait l'air de se passer comme ça, entre amis, en toute confiance et en toute simplicité. Il lui faut, pour résumer, se souvenir, choisir, penser, et dans le même instant, et sans répit presque, parler et formuler. Vous me direz que cela importe peu et qu'il s'agit après tout de paroles évanescentes comme toute parole. Mais précisément, ce sont des paroles qui peuvent compromettre une œuvre, cette œuvre qui les gage. Des paroles qui peuvent démentir, contredire cette œuvre, la trahir, surtout, peut-être, en révélant certains aspects que l'auteur, que Midas, considérait comme inavouables. Des aspects cachés que l'œuvre, au fond, avait pour mission, non point tant de révéler, que de masquer définitivement. C'est que j'ai toujours eu affaire à des écrivains et leurs paroles parlées ont, parce qu'ils sont des écrivains, quelques caractères assez remarquables. Ce sont des paroles ambiguës. Elles sont certes spontanées, autant qu'il se peut. J'ai déjà marqué quelques limites à cette spontanéité. Elles sont valables comme expression vocale d'une nature, comme mélodie signifiante. Chacun sait que la lecture d'un texte, en privé surtout, par son auteur, agit de telle sorte sur notre sensibilité et sur notre mémoire que, par la suite, il nous est difficile de lire le même texte et même d'autres textes sans entendre l'auteur même le lire. Cette parole a donc cette valeur de mélodie qui signifie par elle-même comme une espèce de musique indépendamment de son contenu formel. Mais cette parole d'écrivain tend toujours vers l'écriture, et c'est son aspect le plus remarquable. Elle vise constamment à saisir, à proférer une forme pleine, une formule gnomique qui règle tout d'un seul coup. Il s'agit d'un écrivain que nous interrogeons comme tel,
en public et que nous faisons comparaître ainsi devant son œuvre. Et dès qu'il parle et il semble qu'il soit toujours à la recherche des paroles qui lui permettront de remplir certains moules préétablis qui constituent la préfiguration de ces phrases écrites. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Le simple fait d'entendre ainsi la voix de Midas altère sensiblement nos rapports avec son œuvre, en ce sens que nous sommes amenés à transformer l'œuvre écrite en fonction de ce que nous avons entendu, et notre relation au livre est un petit peu changée de la même manière, si vous voulez, que l'intrusion de la parole a profondément modifié le cinéma muet. Nous ne pouvons plus en effet lire un livre avec une voix imaginaire ou seulement notre propre voix. Celle de Midas lui-même est là, que nous pouvons difficilement oublier, et si ce n'est pas tel texte que nous avons entendu, nous suscitons une sorte de voix de Midas et nous le faisons en quelque sorte parler son œuvre écrite. Nous introduisons une dimension nouvelle, la parole se surajoutant au caractère typographique, et ceci peut bien sûr enrichir l'œuvre écrite, elle peut y ajouter une animation particulière, mais cela ne va pas sans danger, car cela peut altérer profondément cette œuvre même. Étant donné qu'il advient que l'œuvre écrite soit composée, notée, si vous voulez, dans le ton de la voix même, mais il advient aussi qu'elle soit en quelque manière écrite à contre-voix. Que son auteur l'avait composée précisément sur d'autres modes que ces modes naturels de parler, et qu'elle avait été composée, écrite pour d'autres voix que la sienne, et voici que précisément nous restituons sa voix en un lieu d'où il avait essayé de la bannir. Puisqu'il s'agit d'un écrivain, et que la perfection de la parole pour l'écrivain, c'est l'écriture, c'est la phrase, rien ne nous empêche de considérer cette parole enregistrée, cette improvisation, comme une sorte d'avant-brouillon, quelque chose qui précéderait une ébauche d'une œuvre, mais d'une œuvre qui n'existe pas, qui n'existera jamais. Je ne voudrais pas insister trop sur ce point, mais il me semble qu'on pourra très souvent saisir comment un flux plus ou moins homogène de mots tout à coup s'organise, se différencie et forme enfin une formule heureuse. Lorsqu'il s'agit d'un écrivain, après l'effort qu'il a pu fournir pour vaincre certaines difficultés de formulation, on peut certainement saisir à une certaine façon de respirer ou de soupirer comme quelque chose qui équivaudrait à un « enfin » ou à un « je ne suis pas trop mécontent de cette formule ». Cette formule illumine tout à coup un développement, un mouvement, et elle est là comme un paraphe. Elle est tout à fait insolite sur le plan du parler. C'est le sceau de l'écriture qui s'est imposé au beau milieu du discours. J'ai parlé tout à l'heure de pathétique et je voudrais y revenir un instant avant de clore cet entretien. Je ne veux pas insister sur ce qui pèse, sur le poids qui peut peser sur le barbier, sur sa responsabilité, qui provient aussi du sentiment de sa radicale indignité, sur le sentiment qu'il peut avoir d'être présent d'une façon saugrenue et indiscrète. Je voudrais surtout dire que Midas, lui, peut se sentir légitimement investi et comme traqué.
à moins qu'il ne soit un pur acteur, ce qui arrive, ce qui est arrivé. Un pur acteur dont la fonction dans ce monde et vis-à-vis de lui-même est de jouer au naturel son propre personnage. Plus exactement, de jouer un personnage qu'il a fini par identifier avec soi, mais qui me paraît hors d'état de consentir à être, en effet, son personnage et à l'assumer en toute loyauté et en toute sincérité. Pour l'acteur pur, il va de soi que le problème de la sincérité est un problème tout à fait différent de celui qui nous préoccupe aujourd'hui. Il y a, bien sûr, une sincérité du paraître qui peut être parfaitement valable, qui est nécessaire et qui, quelquefois, peut rejoindre d'une certaine manière la sincérité tout court, mais il y a aussi cette sincérité de l'être, ce côté « je suis comme je suis » en profondeur, lorsque le jeu consiste précisément à ne plus en jouer aucun, ce genre de sincérité qui est un devoir pour Midas, quand Midas est très grand et qu'il a le sens de cette grandeur, c'est une charge extrêmement lourde à porter. Et bien sûr, cette charge est d'autant plus lourde qu'il y a le barbier qui représente cet immense public invisible. Il y a le micro qui exerce sa pression, il y a les censures sur lesquelles je n'insiste pas, qui s'exercent aussi sur Midas. Le sentiment de la présence de ce public, il y a lui-même, il y a sa famille, il y a ses amis, mais il y a surtout l'œuvre, l'ombre portée et pesante d'une œuvre immense et lourde, inoubliable, et que l'on voudrait cependant à chaque instant oublier, abolir, mais tout simplement pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire que cette minute soit une minute purement donnée, purement neuve. On exige, on attend de lui que chacune de ses paroles soit comme l'aboutissement de toute son œuvre. On veut que ce moment qu'il nous donne soit chargé de toute son histoire et, en quelque manière, que le mouvement dialectique de toute son existence trouve ici, dans cet instant même, son achèvement. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est une exigence inhumaine et démesurée. Et c'est une exigence qui s'affirme, d'autant plus indiscrète et d'autant plus cruelle que Midas est plus grand et que plus grande est l'admiration de son barbier.